Waouh! Coucou les petits angoissés. Avons-nous tous un sixième sens? Nous allons découvrir ça tout de suite. C'est parti! Il est presque 10 heures. L'inspecteur Johann Swenberg ne se sent pas très en forme. Il vient d'arriver dans son service, en plein centre de Vienne, et il contemple son bureau sur lequel d'épais dossiers s'accumulent. Il est vrai que nous sommes dans les années 30 et que l'informatique est un rêve encore très lointain. Johann Swenberg soupire. Faudrait pourtant que je me décide. Comme c'est curieux, je me suis levé en pleine forme et tout à coup, je me sens tout mou. Bon, je vais aller prendre l'air sur le Prater et boire un petit café. Et même manger un croissant. Ça me remettra d'aplomb. Si l'on me demande quelque chose, je dirais que j'ai rendez-vous avec un informateur. Et presque sans s'en rendre compte, l'inspecteur Johann Swenberg se met à descendre l'escalier de marbre du palais qui abrite le poste de police de Vienne. 3 étages plus bas, il est sur le perron monumental. Au moment où il va se mêler à la foule, il jette un coup d'œil à la pendule en bronze. Il est exactement 10h34. Il hésite un peu sur la direction à prendre. Va-t-il se laisser guider vers le Graben ou vers le Kolschmark? En définitive, sans trop savoir pourquoi, il choisit de se mêler aux Viennois qui arpentent le ring. Tout en marchant, Johann Swenberg se sent la proie d'une impression bizarre. « Pourquoi vais-je par là ?» se demande-t-il. « On dirait que quelqu'un m'appelle. J'ai l'impression d'obéir à un ordre. Je n'aime pas ça du tout. Des ordres, j'en subis toute la journée. Si en plus j'en reçois d'autres qui viennent de Dieu sait où. » C'est au moment où Johann Swenberg va passer devant le palais de Hofburg que l'événement a lieu. Le bruit d'une explosion. Quelque chose de formidable. La foule s'arrête instantanément. Les voitures freinent dans un crissement de pneus. Johann Swenberg jette un regard à sa montre. 10h44 exactement. Il réagit. Ça vient du bâtiment de la police, j'en suis certain. Et voilà l'inspecteur qui se met à courir et refait son parcours dans l'autre sens. D'autres passants l'imitent et tout le monde se dirige vers le centre de la police. De temps en temps, Johann Swenberg doit se frayer un chemin en criant « Dégagez, je suis inspecteur de police, laissez-moi passer !» Quand il arrive devant l'immeuble qu'il a quitté quelques minutes plus tôt, il sent une sueur froide lui couler le long du dos. La façade du palais est gravement endommagée. On voit l'intérieur des bureaux à ciel ouvert. Dans certains d'entre eux, des fonctionnaires ahuris et couverts de poussière essaient de recouvrer leurs esprits. Des secrétaires, les vêtements déchirés et le visage maculé de poussière, appellent pour qu'on vienne les chercher. En effet, le couloir qui relie les bureaux s'est écroulé. Quant au bureau où Johann Swenberg se trouvait quelques minutes plus tôt, il n'en reste rien qu'un tas de décombres. Dans la rue, 3 étages plus bas. « C'est sûrement un attentat des bolcheviks », murmure-t-on dans la foule. La journée est rude pour Swenberg. Il lui faut aider les secours, puis participer à l'opération qui consiste à récupérer ce qu'il peut des dossiers qui encombraient son bureau. Les victimes sont peu nombreuses, 3 morts, mais il y a une 40aine de blessés. Ce n'est qu'à 1h du matin que Johann Swenberg peut enfin mettre la clé dans la serrure de son appartement. Une fois au lit, il ne peut s'empêcher de laisser vagabonder son esprit. C'est quand même inouï. Si je n'avais pas eu cette impulsion inexplicable, si je n'avais pas éprouvé cette envie irrésistible de partir pour me promener, je serais certainement parmi les morts. C'est sans doute cela qu'on appelle l'intuition. Serais-je donc un intuitif ? Il est vrai que grand-mère Gastenache à Klaffenfurt passait pour une sorcière. Et rebouteuse aussi. Est-ce qu'elle m'aurait transmis un peu de ses dons ? Après une nuit agitée, Johann Swenberg se retrouve dans les restes du bureau central de la police viennoise. Il lui faut maintenant se reloger dans un autre local. Reconstituer les dossiers, perdus ou endommagés, concernant les affaires dont il s'occupait. Le temps passe et la routine reprend ses droits. L'année suivante, une nouvelle affaire vient atterrir sur le bureau de l'inspecteur Swenberg. Son chef de service, l'inspecteur principal Dietmar, annonce « Voici l'affaire de la disparition de la baronne von Grifter. C'est une histoire mystérieuse, sur laquelle on n'avance pas d'un pouce. Personnellement, je suis persuadé qu'il s'agit d'un meurtre. Mais nous n'avons pas le moindre indice. Et si on faisait appel à la presse ? Oui. Et qu'est-ce que cela pourrait nous apporter ? Nous pourrions publier les photos de la propriété de la baronne, avec un plan de la maison. Du château, vous voulez dire ? Oui, du château. C'est un domaine qui se nomme le Grand Cerf Gris, n'est-ce pas ? Qui sait si cela ne pourrait pas évoquer quelque chose dans l'esprit d'un des lecteurs du Werner Zeitung ? Une semaine plus tard, le Werner Zeitung publie donc un reportage intitulé « Où est la baronne ?»
Suivent un long article qui résume l'affaire et une interview de l'inspecteur principal Parkula. L'article se termine par cette question. Savez-vous où se trouve la baronne ? Un courrier très volumineux parvient au Werner Zeitung. Il est aussitôt transmis à Johann Swenberg. 2 policiers sont chargés de lire chaque lettre, de faire une petite note qui en résume la teneur et de classer la correspondance en 3 piles différentes. L'une intitulée « À vérifier », une autre « Hypothèses diverses » et une dernière, la plus épaisse, étiquetée « Farfelu ». Bizarrement, c'est par la pile des farfelus que l'inspecteur Swenberg décide de commencer ses lectures. Ces 2 adjoints ont bien fait leur travail. Toutes ces lettres ne parlent que de pistes magiques, sataniques, féeriques ou encore alchimiques. Johann Swenberg les assemble vite pour les remettre en place. À cet instant, il remarque une lettre écrite sur du papier mauve. Il a beau faire, cette feuille ne semble pas vouloir rentrer dans la pile. Elle persiste à rester un peu de travers. Elle dépasse toujours du paquet, une fois à droite, une fois en haut, une fois en bas. C'est comme si une force mystérieuse s'arc-boutait pour l'empêcher de disparaître dans la masse des autres lettres. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas rester dans le tas ? Tu as quelque chose de spécial ? On va bien voir ça. Johann Swenberg arrache la lettre mauve du tas dans lequel elle refuse à tout prix de se perdre. Un petit papillon attaché à un trombone indique « Rêve de femme de chambre ». Délirant. Johann Swenberg ne peut se défendre, malgré tout, d'une certaine fascination. La couleur du papier est délicate et l'écriture est élégante. Un peu scolaire. Il lit « Messieurs, ayant eu entre les mains l'article du Werner Zeitung concernant la mystérieuse disparition de la baronne, je crois que mon devoir est de vous informer d'un fait pour le moins étrange. En voyant les photographies du domaine de la baronne, j'ai reconnu un endroit que je connais bien. Pourtant, je n'y suis jamais allé, physiquement parlant. Mais depuis 3 mois, j'ai l'habitude de me rendre dans cette propriété en rêve. Sur la photographie principale, vous pouvez apercevoir un petit pavillon de chasse. Tout à côté de ce pavillon, il y a un cèdre. Or, je peux vous affirmer qu'en traçant une ligne qui va de la fenêtre du pavillon au tronc du cèdre, exactement à mi-distance, il y a un cadavre enseveli. J'espère que vous voudrez bien tenir compte de cette modeste information. Après tout, la vérification ne devrait pas être trop compliquée. Je suis certaine de ce que j'affirme. La lettre est signée d'une certaine Martha Hensfeld, qui précise « Je suis femme de chambre chez maître Cornelius Abema, 12 Franz Joseph Strasse. Si cela était possible, j'aimerais que mes employeurs soient tenus à l'écart de cette affaire, car ils n'auraient que trop tendance à me prendre pour une vieille folle, malgré les 25 ans que j'ai déjà passés à leur service. » Johann Swenberg garde la lettre dans sa main un bon moment. Pas de doute, il s'agit d'une illuminée. Sans doute une vieille fille à qui le célibat aura un peu tourné la tête. Pourtant, il ne peut s'empêcher de trouver cette lettre sympathique. Il appuie sur la sonnette qui le relie au bureau de ses adjoints. « Werner, convoquez-moi l'auteur de cette lettre. Vous trouverez l'adresse au bas, et essayez de le faire avec discrétion. » Le lendemain, Swenberg reçoit Fräulein Martha Hensfeld. Une personne ronde et souriante, âgée d'une 50aine d'années. Elle est vêtue modestement, mais avec soin. C'est sans difficulté qu'elle fait le récit de ses rêves. « Connaissez-vous la baronne ? » ?»« Absolument pas. Je ne sais pas de qui il peut s'agir. Mon seul contact avec elle, si l'on peut dire, c'est dans mon rêve. Je n'ai même aucune idée de l'endroit où peut se trouver son domaine. J'ai vu dans le journal que cela se nomme le Grand Cerf Gris. Mais qu'est-ce qui vous rend tellement certaine de la présence d'un corps dans cet endroit précis du parc ? » Martha hésite un moment. Elle pousse un grand soupir et se lance. « J'espère que vous n'allez pas me prendre pour une folle. Eh bien, je ne l'ai pas précisé dans ma lettre, mais il faut bien que je vous le dise. Dans un de mes rêves, j'étais en train de me promener dans le parc. Il faisait nuit. Il fait toujours nuit quand je me promène là-bas. Donc, cette nuit-là, j'étais dans le parc. Quand j'ai aperçu un groupe d'hommes qui s'affairaient auprès du petit pavillon. Sous la lune, j'ai remarqué qu'ils transportaient quelque chose qui ressemblait à un corps enveloppé dans un tapis. 2 d'entre eux étaient occupés à creuser un trou et ils ont mis le tapis et son contenu dans le trou. Puis ils ont rebouché le trou et ils ont tassé la terre. Et ils ont recouvert le tout avec des feuilles mortes. Des feuilles mortes ? Alors votre vision doit avoir lieu en automne. Oui, c'est ça, dans mon rêve, c'était en automne. Je me souviens que j'avais un peu froid pourtant. Quand j'ai fait ce rêve, c'était déjà le mois de mai.
Je l'ai noté dans mon journal intime. Il faut vous dire que tous les soirs, depuis 30 ans, je note les événements de la journée. Tenez, je l'ai rapporté. Lisez-la. 16 mai, cette nuit, j'ai encore rêvé de cette belle propriété. J'ai vu 4 hommes qui enterraient quelque chose ou quelqu'un. À un moment, ils se sont retournés vers moi, comme s'ils m'avaient vu. J'ai cru qu'ils allaient me courir après, mais c'est à cet instant que je me suis réveillée. Johann Swenberg lit effectivement ces lignes soigneusement calligraphiées dans le petit journal intime relié de cuir vert. Eh bien, quel est votre jour de congé ? Le dimanche. Pourriez-vous nous accompagner dimanche prochain ? La police viennoise vous invite à visiter le domaine de vos rêves, le Grand Cerf Gris. Et c'est ainsi que Martha a l'émotion de pénétrer dans son rêve. Et la satisfaction de voir qu'on la prend au sérieux puisque les policiers se mettent à creuser à l'endroit qu'elle a désigné comme le lieu de l'enterrement clandestin. On lui épargne la vision affreuse du corps décomposé de la baronne, qu'on y retrouve en effet. On saura plus tard que la baronne a été assassinée par un de ses neveux, héritier, impatient, et la suite de l'enquête confirmera que Martha n'avait jamais rencontré la baronne et qu'elle n'avait même jamais approché le Grand Cerf Gris. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, suivez toujours votre instinct, il ne se trompe jamais. À bientôt les petits angoissés.